le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Dernier numéro de la page internationale pour cette semaine depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Et Ealichi Dorelas pour cette page internationale. Jacques Mel pour le grand journal. Joël François Rubans sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Mel. Au Moyen-Orient, après 2 jours d'échanges chaleureux avec ses alliés israéliens, le président américain Joe Biden est passé vendredi côté palestinien pour annoncer une série de mesures économiques avant de s'envoler en Arabie Saoudite. Voici un reportage signé Euronews. Une poignée de main franche, mais peu de marge de manœuvre. Après 2 jours d'échanges ouvertement chaleureux avec ses alliés israéliens, Joe Biden visite ce vendredi les territoires palestiniens, accompagné du président Mahmoud Abbas. Une étape délicate de son premier voyage au Moyen-Orient, le président américain doit se rendre à Jérusalem-Est et Bethléem, 2 zones occupées par Israël depuis 1967. La mort de la journaliste américano-palestinienne Shirin Abu Akleh, tuée le 11 mai dans cette même région, est encore dans tous les esprits. Joe Biden devrait annoncer des financements destinés aux Palestiniens, notamment une aide au réseau hospitalier local et un renforcement de la 4G et des connexions Internet en Cisjordanie et à Gaza, sous blocus israélien depuis plus de 15 ans. Un soutien économique qui ne remplace pas le besoin d'un horizon politique, selon le président américain. Aux États-Unis, l'économie américaine est confrontée à de nouveaux défis car l'inflation a bondi à 9,1% en juin, le taux le plus élevé depuis 40 ans. Mardi, le Fonds monétaire international a baissé les prévisions de croissance du pays pour 2022 à 2,3%. Les directeurs exécutifs du FMI ont noté que la poussée de l'inflation pourrait poser des risques systémiques pour l'économie américaine et mondiale. Voici un reportage signé CGTN News. Dernières données sur l'inflation montrant que les prix ont augmenté de 9,1% en juin. Ce qui est pire que prévu, sont tombés quelques minutes avant que Joe Biden n'atterrisse pour son premier voyage au Moyen-Orient. Les prix records de l'énergie ont contribué pour un peu moins de la moitié de la hausse globale de l'inflation. Mais Joe Biden insiste sur le fait que les données ne sont pas à jour. Le prix de l'essence ayant baissé de quelques 32 cents le mois dernier, ce qui a contribué à faire baisser ce que l'on appelle l'inflation de base. Et pourtant, cette baisse ne représente qu'un faible pourcentage, étant donné que les prix de l'essence dans certaines parties des États-Unis ont plus que doublé par rapport au niveau de 2019 avant la pandémie. Et tandis que Biden est au Moyen-Orient dans l'espoir de persuader certains des plus grands producteurs de pétrole du monde de pomper plus afin que les prix baissent, la crise de l'inflation est beaucoup plus grande que cela. Habituellement, lorsque les produits de base volatiles, comme le pétrole et les aliments, sont retirés des données sur l'inflation, celle-ci semble bien meilleure. Mais à peu près partout, de l'habillement à l'assurance automobile, a été touché. Et si Biden essaie de rester optimiste, certains commencent à faire la sourde oreille. L'indice de l'enquête sur l'optimisme des petites entreprises, qui évalue la façon dont les personnes interrogées envisagent les conditions pour les 6 prochains mois, a atteint son plus bas niveau depuis 48 ans. Nous restons toujours en Amérique du Nord, direction le Canada. Des victimes confirmées et présumées d'agressions sexuelles commises par les membres du clergé au Québec souhaitent profiter de la visite du pape à Québec pour lui communiquer leurs souffrances. Elle espère qu'une fois informé de la réalité, le souverain pontife fera le nécessaire pour que les congrégations et les diocèses visés par des recours collectifs les aient admises. Sans plus tarder, voici un reportage signé Radio-Canada. Ils sont plus de 2500 Québécois en attente d'obtenir justice devant les tribunaux, qu'ils soient autochtones ou non. C'est le cas de Gaétan Bégin. Dans les années 50, il aurait été agressé sexuellement à de nombreuses reprises par le curé de sa paroisse. On n'a pas seulement volé mon enfance, on a détruit une grande partie de ma vie.
Aujourd'hui, l'homme de 82 ans demande au pape François de s'excuser publiquement à toutes les victimes québécoises de l'Église catholique lors de son passage à Québec. La souffrance a assez duré. Pour moi, puis toutes les victimes. Toutes les victimes. Nous ne voulons pas que la condition des victimes de prêtres pédophiles passe sous le radar et que le pape François retourne au Vatican sans avoir été informé. Dans une lettre, des victimes alléguées et leurs avocats demandent au pape de négliger personne. L'archevêque de Québec confirme en avoir pris connaissance. « Je me ferai messager en apportant personnellement cette lettre au Saint-Père. Le fil conducteur de sa visite sera le chemin vers la vérité, la justice, la guérison, la réconciliation, l'espérance. J'espère que ce thème pourra toucher les personnes très largement », écrit le cardinal Cyprien Lacroix par communiqué. Il a dit qu'elle allait remettre la lettre au pape. Je ne sais pas, elle va être où la lettre dans la pile de documents qu'il va lui donner, mais c'est certain que notre interlocuteur, c'est pas Cyprien Lacroix. Mais les excuses ne doivent pas venir seules. Pour les victimes, la guérison passe aussi par la réparation. Il faut que ça ait d'autres répercussions que des répercussions financières dans les hôtels et dans les restaurants. Il faut aussi que ça ait des répercussions auprès des principales personnes intéressées, qui sont les victimes de prêtres pédophiles. Les avocats accusent non seulement des diocèses et des congrégations religieuses québécoises de faire preuve de mauvaise foi. À ma connaissance, il n'y a jamais eu victoire de l'Église catholique dans des recours collectifs. Mais aussi d'obstruction, d'allonger les délais devant les tribunaux et d'aller à l'encontre de l'intérêt des victimes. Le pape a pourtant souvent affirmé qu'il fallait reconnaître leur souffrance. Tout ce que le pape dit depuis des mois et des années, mais ça ne descend pas dans les cours de justice, ça ne descend pas dans les diocèses. Gaétan Bégin tente d'obtenir réparation auprès du diocèse de Québec depuis 2006. Il est de tout cœur avec les victimes des pensionnats autochtones, mais il ne veut pas être oublié. Ici Marie-Pierre Mercier, Radio-Canada, Québec. Direction la Côte d'Ivoire, retrouvailles entre Ouattara, Gbagbo et Bédi. Cette rencontre entre ces trois hommes qui occupent le devant de la scène politique depuis plusieurs décennies doit en principe décrisper le climat sociopolitique ivoirien. Voici un reportage signé Africa News. Comme souhaité par le dialogue politique entre pouvoir et opposition en Côte d'Ivoire, jeudi au palais présidentiel à Abidjan, le président Alassane Ouattara a rencontré les anciens présidents Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Cette rencontre entre ces trois hommes qui occupent le devant de la scène politique depuis plusieurs décennies doit en principe décrisper le climat sociopolitique ivoirien. La rencontre de ce jour a été une rencontre de retrouvailles pour renouer le contact et échanger dans la vérité leur vue sur toutes ces grandes questions. Le président de la République et ses deux prédécesseurs ont exprimé leur volonté de faire de cette première rencontre un levain de la décrispation du climat sociopolitique national en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a souhaité que cette réunion devienne régulière. Je trouve que ce sera une très bonne chose pour la nation d'entendre et d'écouter mes prédécesseurs, leur connaissance du pays, leur expérience, évidemment aussi le poids politique qu'ils représentent. Donc nous aurons l'occasion de nous revoir régulièrement en fonction de leur disponibilité. Dans l'opinion ivoirienne, cette rencontre a été diversement appréciée. D'aucuns louent l'intention de renouer les liens entre ces trois hommes. Par contre, d'autres accusent leur attrait pour le pouvoir qui a causé la mort de milliers de personnes et déstabilisé la cohésion nationale. Avant de clore cette page internationale, zoom sur la guerre en Ukraine. Que se passe-t-il dans le monde? Sur une télévision panafricaine, les Américains ont été très critiqués. La question qui a été abordée, les États-Unis, une menace mondiale hors de contrôle, et comment les USA se sont disqualifiés à la face du monde avec leur guerre sans fin. Les critiques envers les Américains, écoutons un extrait de l'émission. Eh bien, on ne comprend pas réellement ce qui se passe du côté de l'Ukraine. Dès le départ, Vladimir Poutine, le président de la Fédération de Russie, nous a dit qu'il était dans une opération spéciale, une opération militaire spéciale en Ukraine. Mais depuis plusieurs mois aujourd'hui, eh bien, les armes entrent
justement en Ukraine, les armes occidentales précisément, et on a l'impression finalement que les heureux destinataires sont des terroristes venus d'autres régions et d'autres pays. Il faut bien comprendre, il y a des précédents dans l'histoire. Avec nos amis occidentaux, il y a toujours des précédents et des précédents désagréables dont ils ne tirent, soit qu'ils n'en tirent aucune leçon, oui, soit justement que ces précédents constituent pour eux un mode opératoire qu'il faut préserver. Vous vous souvenez de la première guerre d'Irak? Oui. À cause de la première guerre en 91, lorsque les États-Unis débarquent en Irak. Vous vous souvenez qu'après ça, le djihadisme a exploré, a fait florès. Beaucoup d'armes ont été abandonnées, beaucoup d'armes sont retrouvées dans la nature. Ensuite, il y a eu la deuxième guerre du Golfe en 2001. Et après ça, vous avez eu le cas le plus proche de nous, c'est la Libye. Vous avez vu qu'aujourd'hui, on a le Sahel, mais l'essentiel des armes viennent des arsenaux libyens de l'époque. Exact. Parce qu'on les abandonne généralement, ou alors on les fait arriver discrètement à qui on avait décidé de les envoyer. Donc nous avons là un très sérieux problème et nous devons anticiper désormais là-dessus, en tout cas nos États africains, parce que moi je m'occupe essentiellement de l'Afrique. Chaque fois qu'un Africain est tué par une arme et que nous réussissons à identifier d'où vient cette arme, ce pays doit nous payer une pénalité. Aussi simple que ça. Oui. Il faut qu'on soit extrêmement rigoureux sur cette question-là. Une arme à feu, ce n'est pas un jouet. Du tout. Ce n'est pas un jouet. Cette affaire peut enlever la vie à quelqu'un. Il y a des mécanismes à mettre en place. Le premier, si une arme fabriquée dans si une arme enlève la vie à un de nos concitoyens africains, le pays qui a fabriqué cette arme-là, si elle n'a pas été vendue légalement à un État souverain qui existe, qui est reconnu et qui peut en montrer la preuve, ce pays-là qui a fabriqué cette arme-là doit pouvoir être pénalisé, doit nous payer une pénalité pour ça. La deuxième chose, c'est que, rentrons spécifiquement au niveau de la Russie, au niveau de l'Ukraine, il est clair dans la stratégie qui se profile à l'horizon ou qui de plus en plus se démontre. Les États-Unis, leur problème, c'est pas l'Ukraine. Ça les intéresse même pas. S'il faut même que toute la population ukrainienne disparaisse, oui, soit détruite, et ça ne les intéresse pas. Les États-Unis ont des objectifs géopolitiques précis et ce sont ces objectifs que les États-Unis poursuivent. L'Ukraine, c'est un État tampon entre leurs objectifs et la Russie. L'Ukraine, si vous voulez, c'est le bouclier qu'on met devant et qui va prendre le choc. Seulement, aujourd'hui, le risque d'avoir ces armes-là, ce n'est pas seulement que ça va se retrouver en Syrie ou ailleurs, mais ça, c'est la face qu'on veut présenter. Mais c'est en Europe. Le terrorisme risque de se retrouver au cœur de l'Europe et d'une manière telle qu'ils ne l'ont pas connue, ne serait-ce que depuis très longtemps. Parce que toutes ces armes qu'on envoie en Ukraine, une grande partie, on laisse croire que ça va se retrouver en Asie ou en Afrique. La grande partie va rester en Europe. C'est un principe d'inertie, c'est le principe d'inertie fondamental. C'est que vous le vouliez ou pas, si vous vendez une chose ici, une petite partie au point B, au point A, où vous êtes en train de vendre cette chose, une partie va quand même rester là, avant que le reste s'éparpille un peu partout. Une partie. Et voilà, c'est la fin de la page internationale pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Dernier numéro de la semaine. Aujourd'hui, c'est vendredi. Bon week-end à tous et à toutes. La production est signée Edprod. Réalisation Télé Beltop pour le camp de la radio évangélique aux Zana 102.3 FM à Jacmel. Pour présenter cette page internationale, Ehrlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Oui, couleur du temps pour aujourd'hui, 91 degrés Fahrenheit, 27 degrés Celsius. C'est les vacances du soleil à profusion dans la capitale des grandes universités du monde. Jacmel, 88 degrés Fahrenheit, 31 degrés Celsius. Bonsoir Joël, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique aux Zana 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent week-end, accompagné de la radio. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Ehrlich Dorelas.